Bienvenue sur Content Centric, le podcast où nous explorons les stratégies, les formats et les créateurs de contenu qui façonnent la communication de marque. Je suis Nicolas Huberman, fondateur de l'agence éditoriale Story for Brands, et tous les 15 jours, je vous invite à plonger dans le monde fascinant du marketing de contenu. Dans chaque épisode, nous décryptons comment les marques et les entreprises peuvent gagner la bataille de l'attention en créant des histoires captivantes et en utilisant les formats les plus innovants. Que vous soyez un professionnel du marketing, un créateur de contenu ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la communication de marque, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, informé et prêt à transformer votre approche du contenu de marque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Centric. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Perrin, qui est le cofondateur de deux médias, Néo et Lou. Ces deux médias vidéo touchent plus de 30 millions de Français chaque mois sur les réseaux sociaux. Néo et Lou sont des pure players qui, à travers de courtes vidéos, mettent en avant les gens qui créent, s'engagent, construisent et innovent. Néo se concentre sur la valorisation du terroir et des cultures populaires partout en France. Et Lou met en avant des femmes fortes et des mères inspirantes. Je souhaitais absolument inviter Louis dans le podcast Content Centric parce que les deux médias ont mis le brand content au cœur de leur business model. Louis va nous partager son parcours entrepreneurial, sa vision unique sur le rôle des contenus de marque et les nouveaux médias digitaux. Ensemble, nous explorerons comment les marques peuvent tisser des liens authentiques avec leur public à travers des formats vidéo innovants, tout en naviguant dans un environnement médiatique en constante évolution. Nous découvrirons aussi comment le brand content peut devenir un puissant levier pour aider les entreprises à capter et retenir l'attention des bonnes cibles dans un contexte d'infobésité. Préparez-vous à une discussion captivante qui vous apportera des perspectives nouvelles et inspirantes. Bonjour Louis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous raconter un petit peu ton parcours avant tes deux médias, Néo et Lou? Salut Nicolas, effectivement, moi je suis Louis Perrin, donc je suis un des fondateurs de Néo et Lou. Merci de ton invitation, très heureux de venir en parler aujourd'hui. Alors mon parcours, comment je suis arrivé là? J'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai pas du tout commencé dans le contenu. Moi je viens de, très étonnamment, la philosophie. J'ai fait des études de philosophie jusqu'au doctorat. Je suis allé enseigner la philo à Beyrouth, au Liban. Donc je venais d'un univers qui avait rien à voir. Et puis, en fait, j'avais cette volonté de transmettre, d'où l'enseignement. Je suis rentré en France. Je me suis dit qu'en fait, l'enseignement, la recherche, c'était pas forcément pour moi, que j'avais envie de transmettre plus large sur des sujets plus généralistes. J'étais en thèse, donc je travaillais sur un sujet qui intéresse à peu près 10 personnes dans le monde. Et la perspective de revoir ces 10 personnes jusqu'à la fin de ma vie dans des colloques un peu absurdes aux quatre coins du monde. C'était quoi le sujet ? Sujet compliqué. Je travaillais en islamologie sur le concept de Oumma en islam. Enfin, c'est des choses un peu techniques. Je me suis dit, oulala, j'ai envie en fait de passer sur des sujets généralistes, de toucher un maximum de monde, et j'avais envie d'être un peu plus impliqué dans la vie économique. Donc j'ai repris des études, j'ai fait le CELSA en management des médias. Et donc aujourd'hui ça tombe bien puisque je manage un média. En faisant ces études, j'ai compris qu'on était en pleine crise, en pleine transformation. J'ai compris qu'en fait l'économie des médias était en train d'être bouleversée, que la frontière entre marque et médias était en train d'être complètement redéfinie, et ça tu connais ça aussi bien que moi, les marques voulaient devenir des médias pour raconter une histoire, faire passer des messages, et que les médias voulaient devenir des marques avec la puissance d'imaginaire collectif que peut générer une marque. Donc on a ce double mouvement où chacun rêve d'être l'autre, et au milieu de ça, on a les créateurs de contenu qui essaient de se positionner pour faire cette jonction entre marque et médias. La manière que j'ai toujours eu envie de monter un média. Depuis le CELSA, je me suis dit, je vais peut-être pas commencer tout de suite, j'étais encore un peu vert, et pour aller me mettre à cette jonction entre les marques et les médias, je suis allé faire de l'influence, de la communication d'influence chez Dentsu, que vous connaissez bien sur le podcast, j'imagine, donc qui fait partie du Big Five, qui est une agence média mondiale, à la fois anglaise et japonaise. Dentsu avait développé un cabinet qui s'appelait Dentsu Consulting, dont l'objectif était assez simple: travailler sur les leviers qui font changer l'opinion. Les leviers qui font changer l'opinion, il y en a 3. D'abord, les affaires publiques, donc agir sur le levier politique, qui a un impact sur l'opinion. Deuxièmement, les médias, donc les relations presse, mais aussi le brand content. Donc ça m'est arrivé de faire l'interface entre des marques et certains des acteurs qui étaient installés à l'époque et sont aujourd'hui mes concurrents, les Combini, les Brut, les Loopsider et consorts. Et puis enfin, l'opinion, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on n'a plus besoin de passer par les canaux politiques traditionnels ou les médias traditionnels pour influer sur l'opinion. On peut toucher directement l'opinion
sur les réseaux. Et créer des contenus, même dans sa chambre, etc. Exactement. Et donc, c'était le troisième levier et c'est celui qui m'a le plus passionné. En travaillant sur cette création de contenu, en travaillant avec les marques, on bossait en C-level, on conseillait des directions de communication, des directions marketing sur leur approche. Je me suis rendu compte que l'offre disponible en termes de médias sur les réseaux sociaux, qui pouvaient travailler avec des marques, était quand même très ancrée très axée sur ce qu'on appelle les jeunes urbains créatifs, sur les populations urbaines, très ancrées dans les cultures pop. En gros, un peu les gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire les audiences très jeunes dans les grandes métropoles, plutôt très connectées. En tout cas, ceux qui étaient les digital users, au moment où ces médias-là, les Brut, Combini et Loopseller et consorts se sont lancés. J'ai aussi constaté, on sortait de la période des Gilets jaunes, on sortait de la crise Covid, et j'ai constaté qu'en fait, il y avait toute une partie de la France qui ne se reconnaissait pas forcément dans ces contenus-là, qui pourtant étaient massivement présentes sur les réseaux. Je te rappelle que les Gilets jaunes se sont organisés sur Facebook, donc d'une France plus rurale, plus populaire, peut-être tout simplement qui vient de plus petites villes aussi, moins jeunes, puisque sont arrivés massivement après le confinement des nouveaux digital users qui n'étaient pas forcément des 15-25, mais qui avaient plus de 30 ans, maintenant plus de 40, 50 ans, et que ces gens-là, il fallait aussi leur parler, leur donner du contenu qui leur ressemble, qui les touche. Ça correspondait aussi à une réalité économique, c'est que les marques qui avaient voulu jusque-là parler essentiellement aux plus prescripteurs de la population, donc ces fameux jeunes urbains créatifs, les jeunes branchés, cool, de grandes métropoles, se disaient, mais en fait, il y a un enjeu de parler à nos consommateurs. Et les consommateurs des marques mainstream, ils sont partout en France. Et c'est pas forcément les 2% les plus cool de la population. Et donc, on a fait ce choix de monter un média qui parle à tous les Français, de tous les Français. Donc, de sortir peut-être un peu des cultures urbaines très à la mode, d'élargir un peu à la réalité sociale, à la réalité, à ce que vivent les Français partout en France, et de venir les rejoindre, les toucher dans leur quotidien en montrant des gens du quotidien, pas forcément des icônes, des stars ou des gens qui se tiennent le haut du pavé ou qui font les dernières couves de mag à la mode. Et les gens qui font. Exactement. Les gens qui sont. Et donc c'est comme ça que tu as eu l'idée de monter Néo. Donc je travaillais à l'époque avec chez Dentsu avec Anne-Henri Gestas, qui est un de mes associés, et on a eu ensemble cette idée de se dire tiens, il faut qu'on propose un média qui parle à tous les Français, qui puisse aller chercher les marques sur des enjeux qui étaient en train d'exploser, qui étaient le local, la proximité, les territoires. On redécouvrait ce nom de territoire. Et le Made in France aussi. Exactement. Les marques redécouvraient ce truc-là pendant très longtemps. J'ai coutume de dire que les marques ont communiqué sur le fait qu'elles étaient mondialisées, insérées dans la mondialisation, qu'elles bossaient sur 3 fuseaux horaires, qu'elles étaient sur l'axe Paris, New York, Berlin. Ça, c'était avant le Covid. Après la crise Covid, on s'est retrouvés, moi j'avais des marques que je conseillais, qui du jour au lendemain m'ont dit, mais en fait, on réoriente complètement les budgets de communication sur le fait de montrer qu'on fait du local, du Made in France, et presque des multinationales voulaient se faire passer pour des petites TPE ou PME ancrées en région dans le Cantal, si tu veux. Donc on avait tel constructeur automobile qui disait, on réoriente les budgets marketing sur le fait de montrer que tel morceau de, je sais pas quoi, du rétroviseur est fabriqué à tel endroit, dans telle usine en France. Donc on a complètement changé de braquet, et on l'a bien vu. Et donc on voulait accompagner ce mouvement de communication, qui d'ailleurs s'est vu post-Covid, puisque là où tous les budgets publicitaires ont quand même pas mal plongé à cette période-là, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, c'était la PQR, la presse quotidienne régionale, qui à ce moment-là a fait des chiffres de croissance incroyables avec des marques qui voulaient justement aller communiquer dans les territoires. Et donc Néo, qui est le média des territoires, de la proximité et du local, est venu capter toute cette nouvelle demande de la part de marques qui voulaient changer complètement le braquet de leur communication, et c'est là-dessus qu'on les a accompagnés. Ça, c'est t'as déjà répondu à plein de mes questions sur Néo. Et quand vous vous êtes lancé, ça a été super innovant et donc ça a tout de suite marché. Alors, on a un modèle qui était le modèle donc qui est basé, comme tu l'as dit, essentiellement sur le brand content. C'est un modèle qui est assez proche du modèle de nos concurrents, sauf que la ligne éditoriale est différente. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la vraie création de valeur d'un média, c'est sa promesse éditoriale. En fait, il faut que la marque sache ce qu'elle vient chercher sur ce média. Ça permet de qualifier à la fois les messages, mais aussi l'audience. Aujourd'hui, l'audience, quand elle s'abonne à Néo, elle sait exactement ce qu'elle vient chercher, elle connaît la promesse, et du coup, il y a un transfert d'image qui s'opère sur les marques qui travaillent avec nous. Une marque qui travaille avec Néo aujourd'hui, c'est une marque qui a mis les territoires au cœur de son discours et de son développement. C'est une marque qui est engagée pour la proximité, pour le circuit court, pour le local, pour la valorisation des Français du quotidien, pour montrer des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, etc., etc. Et donc, effectivement, ça a marché assez vite pour les tendances de marché, en raison des tendances de marché que j'ai brièvement exposées.
Rapidement, en première année, on a doublé les objectifs qu'on s'était mis au BP, donc au business plan. Donc on a vraiment très très bien fonctionné. En créant des partenariats aussi, on a travaillé de manière assez rapprochée avec 366, la régie de la presse quotidienne régionale. En fait, on a eu l'impression un peu d'inaugurer, de toucher une audience qui jusque-là était un peu orpheline, était un peu délaissée en termes de contenu. Cette France plus rurale, je l'ai dit, parfois aussi ces nouveaux digital users un peu plus âgés, les fameux boomers de Facebook, qui passent beaucoup de temps sur les réseaux et qui n'avaient pas forcément de contenu ajusté à leurs besoins, à leurs demandes. Et donc, on a vraiment surfé sur cette vague qui nous a mis en orbite assez rapidement. Et aujourd'hui, 4 ans après, je peux le dire, on s'est installé durablement dans le paysage. Voilà, on joue avec les leaders des médias pure player, réseaux sociaux, vidéo. Tu l'as dit, on touche sur Néo 35 millions de Français par mois. On fait entre 70 et 90 millions de vues chaque mois. On est présent sur l'ensemble des réseaux. Et, sur quel réseau? Alors, les réseaux forts de Néo, et ça, c'est intéressant, c'est Facebook. D'accord. Qui en fait, on dit souvent Facebook en perte de vitesse, etc. Mais Facebook fonctionne encore bien parce qu'il y a eu un transfert générationnel. C'est souvent comme ça, une génération arrive sur les réseaux, la génération d'au-dessus arrive et les plus jeunes s'en vont pour un autre réseau et ça devient le réseau. Donc aujourd'hui, Facebook est un réseau. Alors, on appelle ça les boomers par extension, même si c'est pas proprement parler des baby boomers, mais ça va être du 35-65. Et ces gens-là sont des consommateurs, sont des gens qui aiment le contenu, sont des gens qui sont aussi très en lien avec les marques, qui ont du pouvoir d'achat. Donc, c'est important de pouvoir les toucher. Donc, on a une audience plus périphérique, plus ancrée dans les territoires, un peu plus âgée sur Facebook, qui est notre navire amiral, mais aussi sur TikTok, où on touche des très jeunes. Et là, on a bénéficié d'un phénomène que j'avais pas forcément identifié ou attendu, qui est une forme de déplacement de l'exotisme. Je m'explique. Sur un réseau où en fait il y a plus de Dubaï à travers les influenceurs, de contenu qui vient de la côte est américaine, bref, de contenu ultra mondialisé, parler de proximité, de local, de terroir, c'est finalement devenir le nouvel exotisme. Parce qu'on a des gamins qui en fait ne connaissent absolument rien de leur pays, qui, comme je le disais à l'instant, connaissent mieux Dubaï par les influenceurs que l'Eure-et-Loir ou le Cantal, qui vont découvrir des savoir-faire, des traditions, des manières de travailler en France, et pour qui c'est une vraie nouveauté, un véritable, comme je le disais à l'instant, exotisme, et qui sont émerveillés de ça. Donc on cartonne sur les très jeunes sur TikTok, précisément parce que ces logiques de réenracinement, elles passionnent la jeune génération, et c'est ce qui me donne aussi beaucoup d'espoir sur des plans aussi bien de transmission de l'artisanat, où on a tendance à s'inquiéter, à dire que tout ça est fini, moi je le crois pas, mais aussi sur l'écologie, où les logiques de circuit court, production locale, etc., passionnent cette jeune génération de 15-25. D'accord, c'est très intéressant. Et tu nous as bien parlé du positionnement de Néo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vision éditoriale de Lou? Parce que ce média est arrivé un peu après. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette création? Ouais, tout à fait. Lou, c'est la même promesse. Enfin, c'est une promesse différente de celle de Néo, bien sûr, mais c'est les mêmes paris. On est parti du constat de se dire, OK, pour créer un média, il faut d'abord un espace éditorial vierge, ou en tout cas pas trop préempté, pour dire des choses nouvelles à une communauté qui n'est pas encore adressée. Il faut un modèle économique viable, bien sûr, et il faut une ligne éditoriale qui a de l'impact. Oui, c'est solide. Solide. On a constaté qu'en fait, sur le féminin, il y avait cet espace éditorial vierge. Je m'explique, la tranche 15-25, elle est sursollicitée. La tranche féminine 15-25 sur les réseaux, elle est sursollicitée. Il y a beaucoup de contenu assez militant, assez engagé. Je pense à Fresh, Période, Simone, qui font du travail de qualité auprès d'une audience relativement jeune. Passé 30 ans, aussi parce que quand ces médias-là, de la même manière, quand ils se sont lancés, cette cible-là sur les réseaux, elle n'était pas prioritaire, ou bien on considérait qu'elle n'existait pas parce que les réseaux c'était les jeunes, ou bien simplement on n'en faisait pas une priorité. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes de plus de 30 ans qui sont sur Instagram, qui sont sur Snap, qui sont sur TikTok et qui consomment du contenu et qui ont peut-être pas forcément les mêmes attentes, et c'est normal, que des jeunes filles entre 15 et 25 ans. Mais Lou a été monté et pensé pour ces femmes-là. Et donc, on a imaginé une ligne éditoriale qui soit beaucoup plus sur de l'inspirationnel, sur des problématiques liées à la santé, liées à la psychologie, liées à la maternité, liées à l'équilibre vie pro-vie perso, liées à des parcours professionnels de femmes inspirantes. Voilà, on va montrer des femmes puissantes, on va montrer des mères, on va montrer des femmes qui s'engagent dans la société civile, on va montrer des femmes médecins, des femmes psychologues qui ont un discours sur les problématiques de santé mentale, de bien-être. Et tout ça fonctionne très bien auprès de notre cible. Évidemment, cette cible, elle est massivement adressée par les acteurs traditionnels,
elle au féminin, etc. Mais de pure player vidéo dédié à cette cible-là, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc Lou vient faire ce travail-là. Comment s'est passé le lancement? Assez simple. On a imaginé cette ligne éditoriale avec nos associés. On a recruté une personnalité qui soit capable de porter cette ligne. Il fallait une femme. Les associés fondateurs de Néo, c'est essentiellement des hommes. Donc, il nous fallait une femme qui soit capable d'imaginer cette ligne éditoriale et de lui donner vie. On est allé chercher Clémence Mayani, qui vient de chez Quotidien, Yann Barthès, qui a fait 10 ans chez Quotidien et qui tenait une chronique qui s'appelait La Mondaine, chronique assez phare chez Quotidien, où elle se baladait à Paris dans toutes les soirées branchées, avec un ton toujours un peu décalé, très amusant, qu'on a gardé d'ailleurs sur Lou. Et c'est elle qui a porté ce média, qui, avec nous, l'a fait sortir de terre. Et aujourd'hui, on est très heureux. On a reçu le prix du meilleur lancement média en 2023. On est, ça y est, maintenant bien installé dans le paysage. On vient de dépasser les 200 000 abonnés sur Instagram. Donc voilà, on a noué des partenariats de marque stratégiques. Donc on est très content du développement de Lou, qui suit le même parcours que Néo et qui en est un peu la petite sœur, sur une promesse éditoriale qui n'a rien à voir, sur une audience qui n'a rien à voir, mais sur un schéma en termes de manière de réfléchir au contenu qui est à peu près le même. Comment vous choisissez les sujets sur Lou? Comment c'est organisé en interne? Alors, il y a une rédac chef qui travaille avec ses journalistes. Il y a des conférences de rédaction où elle va animer sa conférence de rédaction, choisir des sujets en fonction de deux choses: les intuitions éditoriales humaines qui resteront toujours là, mais aussi, et c'est central de plus en plus, la data. C'est-à-dire notre capacité à avoir un track record important sur les performances, ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que notre audience attend, les taux de rétention, qu'est-ce que les gens regardent jusqu'au bout, l'engagement, qu'est-ce qui génère de l'engagement, qu'est-ce qui en génère moins, et en fonction de tout ça, prendre aussi des décisions éditoriales éclairées en disant, bah tiens, la communauté Lou, elle est friande de sujets liés au bien-être, donc on va aller creuser ces aspects-là, etc., etc. Ça, toutes ces analyses, c'est des choses que vous faites tout le temps? Tout le temps, effectivement. On a chez nous une cellule data avec un data analyst, un data scientist qui ont organisé la donnée propre à Néo et à Lou, qui la structure, qui la met à jour au quotidien. On a aussi développé des outils d'analyse propriétaires qui nous permettent d'analyser l'engagement. Une promesse très forte, et c'est central chez Néo et chez Lou, c'est la dimension positive. Beaucoup de nos concurrents font de l'actu, font des sujets politiques, ont des engagements. Nous, on a décidé de fuir ce terrain-là pour des raisons de brand safety, on va s'en parler. Les marques de plus en plus veulent s'éloigner des contenus un peu polémiques, des contenus qui créent de l'engagement négatif ou du moins du débat ou de l'engagement en demi-teinte. Nous, on a fait le choix de se tenir très très loin du domaine politique, de l'actu, etc. pour simplement mettre en avant des initiatives positives qui font du bien, avoir un ton engageant, qui donne envie aux gens plus de s'émerveiller que de s'indigner. Et donc aujourd'hui, on a cet outil d'analyse de l'engagement qui nous permet de qualifier la qualité de l'engagement, sa positivité, et on constate que sur Néo et sur Lou, on est parmi les médias qui créent l'engagement le plus positif du marché. C'est lié au fait qu'on parle de sujets positifs et on met en avant que des figures belles et inspirantes. C'est clair. Est-ce que tu vois des évolutions dans les formats que vous présentez maintenant à vos publics en termes de vidéos? Alors évidemment, il y a des évolutions depuis qu'on s'est lancé. À l'échelle des réseaux sociaux et de la vitesse à laquelle ça va, on est maintenant quasiment des dinosaures. J'exagère un peu, mais enfin, ça va quand même très vite. Et quand je regarde les vidéos qu'on faisait au lancement de Néo, j'ai l'impression qu'on a presque changé d'époque. C'est pas du Super 8, mais ça va quand même très vite. Donc il y a des évolutions sur la forme. On a commencé à tourner en carré. Aujourd'hui, on fait plus de carré, on fait que du vertical. On s'adapte aussi aux évolutions des réseaux. Et après, sur les formats, je constate que on l'avait déjà vu au lancement de Néo. On est en train de sortir de l'esthétique très léchée. On va de plus en plus vers l'UGC, User Generated Content. On va de plus en plus vers des grammaires très directes. En fait, ce qui va primer par rapport à la qualité du contenu, à son aspect léché, c'est l'authenticité. Et on va avoir, et c'est là que Néo a une carte à jouer, Lou aussi à sa manière, comme on est très proche des gens, comme on a ce ton très authentique, comme on est toujours en caméra embarquée, comme on va beaucoup filmer à l'iPhone, il y a cet aspect de vérité qui vous permet de reprendre la grammaire de votre copain qui vous envoie une story, de votre ami qui filme un truc. Et en fait, vous avez le sentiment, contrairement à, je pense, certains médias un peu trop institutionnels, d'être le meilleur ami
de votre audience. Cette grammaire d'authenticité, on essaie de la développer sur Néo comme sur Lou de plus en plus, et à chaque fois de gagner en proximité vis-à-vis de notre audience. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une crise de confiance dans les médias. Enfin, je pense, c'est une réalité dans les médias institutionnels. Et je pense que leur côté très léché, la maîtrise parfaite de l'image où rien ne dépasse, participe à cette crise de confiance. On a l'impression qu'on doit se méfier parce que c'est un peu trop contrôlé, et si on contrôle, on a des choses à se cacher. Sur Néo et Lou, on assume le côté beaucoup plus organique de l'image, on assume le fait qu'il y ait des choses qui dépassent, on assume le fait de garder à l'image des choses qui sont juste de la vie, quoi, bref, qui sortent un peu du cadre. Et ça, je pense que c'est une promesse d'authenticité qui touche nos audiences, et c'est vraiment vers ça qu'on veut aller de plus en plus. Et ça, c'est très clair. Mais est-ce que, maintenant que vous avez créé deux belles marques qui s'illustrent aujourd'hui avec des formats courts, est-ce que vous pensez à d'autres innovations ou même diversifications? Je pense à l'audio, à des formats un peu plus longs, type documentaire, des choses, voilà, des formats plus inclusifs aussi. Et est-ce que ça, c'est des choses que vous avez en tête? Oui, tout à fait. Alors, il y a plein de pistes de diversification. Une fois qu'on a une audience, il y a 1000 manières de lui proposer du contenu. On fait du contenu court, tu le sais. Il n'est pas impossible qu'on vienne te challenger sur le podcast bientôt. Le documentaire, évidemment. Aujourd'hui, nous, on a aussi une data très importante qui nous permet de savoir, sur les plus de 5000 vidéos qu'on a diffusées, ce que les gens aiment, ce qui fonctionne, la grammaire, la narration qui marche bien. Et donc, on est capable de dire, tiens, comme on clusterise notre audience, tel sujet, il cartonne auprès d'une audience de, j'en sais rien, hommes de plus de 30 ans, passionnés d'histoire et de patrimoine. Et donc, on peut aller voir des chaînes ou des diffuseurs qui ont une audience similaire au cluster sur lequel on a identifié que ça fonctionnait, pour vendre le format long de la capsule courte qui a fonctionné. En gros, tirer le fil de ce qui fonctionne en cours. En fait, pour nous, les réseaux aussi fonctionnent comme un véritable laboratoire où on teste du format sur différentes audiences. Ce qui prend bien en cours sur des audiences, pourquoi pas tirer le fil en long pour le diffuser ou bien sur nos propres canaux. Au plus grand nombre. Ou au plus grand nombre, à la télévision ou ailleurs. Tu as parlé pas mal de brand content tout à l'heure. C'est quoi un peu les marques qui viennent chez vous utiliser vos formats? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on sollicite Néo principalement. Plein, mais deux raisons majeures. La première, c'est vraiment ce côté local, proximité, terroir, enracinement, qui est de plus en plus central dans le discours des marques. C'est vrai pour les petites PME enracinées en région qui autrefois avaient pas trop voix au chapitre et qui maintenant veulent raconter leurs histoires, les belles boîtes familiales, les boîtes qui ont toujours été enracinées dans telle ou telle région, qui viennent nous voir parce qu'elles veulent le faire valoir, et aujourd'hui c'est un véritable argument, le fameux Made in France, etc. C'est vrai aussi pour des grandes marques qui veulent nous raconter, je l'ai dit, une histoire un peu plus, qui veulent plus vertueuse sur ce côté local, le circuit court, proximité, Made in France. Donc ça, c'est la première chose, on vient nous voir pour notre ligne éditoriale. La deuxième raison pour laquelle on vient nous voir, c'est notre audience. Aujourd'hui, Néo, on a la prétention de viser une audience qui est l'équivalent d'autrefois le 13h de Pernod ou le 20h de TF1, qui étaient des choses qui réunissaient de manière totalement intergénérationnelle et partout dans les territoires. Beaucoup de médias qui sont lancés avant nous sur les réseaux se sont dit on veut être des médias générationnels. On veut viser une génération. Et ils l'ont fait très très bien. Aujourd'hui, moi, je crois qu'un levier de viralité qui n'est pas suffisamment exploité sur les réseaux, c'est l'intergénérationnalité. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 voire 3 générations qui cohabitent sur un même réseau. Ce qui n'était pas le cas au départ. Et donc, en fait, ces générations, pour moi, c'est notre devoir aussi que de faire en sorte de créer entre elles de la conversation. Il y a un enjeu aujourd'hui, il y a des grandes fractures dans ce pays. Il y a des fractures, on en s'en reparlera, mais économiques, sociales, territoriales. Il y a aussi une fracture générationnelle de plus en plus forte. Créer du dialogue entre les générations, je pense que ça participe à créer du lien. Et pour les marques, c'est essentiel d'être capable de dire, je peux adresser un consommateur très jeune sur TikTok, de 18 ans, et je peux adresser en même temps ses parents, ou même ses grands-parents. Et le même message va pouvoir être lié sur les 3. En gros, les vidéos Néo, aujourd'hui, on les pense comme des contenus qui peuvent être diffusés sur une boucle WhatsApp familiale et passer d'une fille à sa mère, d'un père à son fils, ou même d'une fille à sa grand-mère. L'important, c'est de faire des contenus qui rassemblent, c'est de faire des contenus véritablement intergénérationnels et de pouvoir, pour une marque, engager en même temps 2 à 3 générations. C'est essentiel et c'est au cœur de la promesse. Je te parlais de positivité. Là, une des raisons pour laquelle on a monté Néo
et Lou, c'est pour créer du lien. Moi, je trouve que la société dans laquelle on vit est de plus en plus fracturée, de plus en plus archipélisée, atomisée. Et en fait, les gens vont se réduire à leurs identités singulières. Il n'y a plus rien qui rassemble. La promesse de Néo, c'est de rassembler autour de notre patrimoine commun. En fait, ce qu'on a tous en commun, c'est la gastronomie, la table, c'est les savoir-faire, c'est bref. On a envie de capitaliser plus sur ce qui nous rassemble que sur ce qui nous divise. Et ça faisait partie de nos inquiétudes avec les cofondateurs, donc Anne-Henri Gesta, je l'ai dit, mais Samy Biazoni et Stéphane Simon, qui est aussi qui fait partie des fondateurs de Néo. Notre inquiétude commune en sortant de confinement et de gilets jaunes, c'était de voir cette espèce d'atomisation progressive. Et on s'est dit, mais en fait, il faut absolument recréer des endroits où les gens partagent des choses et aussi recréer un peu d'engouement et de fierté. On dit qu'on est un pays où les gens se plaignent beaucoup, on est un pays assez pessimiste. J'aime beaucoup la phrase de Tesson qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Je crois que l'objectif de Néo, c'est de leur prouver le contraire. De leur prouver qu'en fait, on n'est pas en enfer, qu'il y a plein de choses qui vont bien, comme tu l'as dit dans ton introduction, qu'il y a des Français qui créent, qui innovent, qui s'engagent, qui font des choses extraordinaires partout en France. Et je pense que c'est central aujourd'hui pour nous de le montrer, mais aussi pour les marques, de venir s'insérer chez un média qui fait pas du déclinisme, qui est pas pessimiste, mais qui donne de l'envie, qui donne du souffle, qui donne qui donne de l'espoir aux gens, en fait. Et qui s'affirme comme faisant partie du paysage. Exactement. Et ces marques-là, comment tu peux t'assurer de leur authenticité? Alors, c'est intéressant. Il y a deux choses dans le brand content. Il y a, pour les marques, faire ce qu'on appelait autrefois de la communication traditionnelle, c'est-à-dire on fait un truc et après on dit ce qu'on a fait. Donc si on est une marque dans les territoires, on raconte qu'on est dans les territoires. Ça, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et ça, on s'en assure, on le vérifie. Je crois aujourd'hui qu'il y a aussi un discours qui est performatif. Les marques, elles se disent, il y a un enjeu de société qui est en train de monter sur l'écologie, sur le local, sur le terroir. Je vais je vais construire un narratif autour de ça. Et après, le fait d'avoir créé un narratif et d'avoir commencé à le raconter me force à me mettre en adéquation. Et moi, je crois que c'est pas un mal en soi, que finalement, le discours force les marques à se transformer. Elles vont communiquer sur la RSE, très bien. Mais à partir du moment où elles ont rendu public un discours sur la RSE, elles seront attendues au tournant par leurs consommateurs. On peut pas dire et ne rien faire. Donc, moi, à la limite, ma question, c'est pas tellement de l'ordre, de savoir qu'est-ce qui est premier. Très bien, faites, dites après, format traditionnel. Mais si vous dites, faites, prouvez, mettez-vous en mouvement. Et donc, nous, on accompagne aussi les marques avec lesquelles on travaille sur cette logique-là pour arriver à les aider à mettre en avant leurs atouts et peut-être aussi à travailler sur leurs atouts de demain pour commencer à amorcer ces changements dont on a tous besoin, quoi, que ce soit écologique ou... Surtout sur ces sujets écologiques, on voit aussi pas mal de marques qui font des choses, des belles choses, mais qui osent pas forcément franchir le pas en se disant c'est peut-être un vrai atout de communication parce que elles font bien les choses, mais elles craignent un petit peu de ce que tu disais tout à l'heure, être attendues au tournant et puis derrière que ça parte en bad buzz parce que tout n'est pas forcément très bien fait. Comment est-ce que vous interagissez avec les marques pour les aider justement à passer le cap sur les choses qu'elles font bien? Alors, il y a des marques qui font le choix de la non-communication. C'est intéressant, ça peut être une stratégie. Daft Punk, la stratégie, ça a été de ne pas communiquer, de même pas montrer leur visage. Je pense à une boîte comme Hermès. Aujourd'hui, Hermès, ils sont véritablement à la pointe sur l'écologie. Ils ne communiquent jamais dessus. Par ailleurs, ils communiquent à peu près sur rien. Donc ça, c'est des marques qui ont décidé que la meilleure stratégie, c'est d'être le retrait. Ça crée de l'exclusivité, ça crée du rêve, le mystère crée le fantasme, et donc Hermès capitalise là-dessus. Pas beaucoup de marques qui peuvent se permettre d'être à un tel niveau d'absence de communication et de continuer à créer de la désirabilité, mais c'est une stratégie et je l'admire. C'est les gens qui seront probablement jamais chez nous. Même si on les a quand même d'une autre manière, puisque on travaille avec le comité Colbert, qui est l'alliance de toutes les marques du luxe pour travailler sur la valorisation des savoir-faire, et donc quelque part, indirectement, on travaille avec eux. Mais voilà, ça c'est une stratégie. Après, il y a effectivement beaucoup de marques qui ont envie de communiquer, mais qui savent pas comment s'y prendre, qui font des choses, mais qui savent pas comment les raconter. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, moi je dis le travail qui est le nôtre et le travail qui est celui des commerciaux qui travaillent avec nous, c'est plus de vendre de l'espace. On vend pas de l'espace quand on fait du brand content. Quand on fait du brand content, on fait du conseil. On accompagne sur une stratégie. C'est-à-dire que d'abord, la plupart des clients qu'on rencontre, il n'y a pas de brief. Quand on travaille en direct, il y a même pas de brief formalisé. Il faut aider la marque à formaliser son brief en lui disant voilà ce que vous avez comme atout, voilà ce qui est exploitable
éditorialement, voilà ce qu'on pourrait raconter avec nos journalistes et qui plairait à notre audience, et voilà comment on va le raconter. Et en fait, le commercial chez nous, il a un rôle très important et beaucoup plus que celui d'un simple commercial avec son attaché case dans l'imaginaire collectif d'autrefois qui vient toquer aux portes et vendre des choses. Il accompagne, il fait du conseil, il accompagne à la création d'une stratégie éditoriale la marque. Il l'aide, il fait de la maïotique. Ça, c'est mon passé de prof de philo qui parle. C'est de la capacité à formuler une problématique. J'arrive chez quelqu'un, il sait pas encore raconter à lui-même ce qu'il veut, il sait pas encore très bien quelles sont ses problématiques. On l'aide à les formaliser. C'est normal, hein, un directeur, les gens à qui on parle, même des directeurs marketing, directeurs com, sont souvent un peu le nez dans le guidon. Et quand toute la journée, on vend du dentifrice, des pare-brises ou que sais-je, c'est difficile parfois d'avoir un recul sur qu'est-ce que je peux mettre en avant, qu'est-ce qui vraiment est exploitable éditorialement, et ça c'est à nous de le faire ressortir. Et donc c'est souvent quand on le fait bien, les marques franchissent le pas parce qu'elles se disent mais oui, cet atout que j'ai en fait, il est génial, je l'ai jamais vu sous ce regard-là, mais si on le dépoussière un peu et qu'on le raconte bien, il y a une belle histoire à faire. Est-ce que tu peux nous parler d'une campagne de brand content que vous avez fait dernièrement, où tu t'es dit que c'était vraiment très pertinent de communiquer sur Néo ou sur Lou, et vous avez apporté énormément de valeur à la marque? Ouais, alors une marque qui a été un partenaire au début de Néo et qui était, je pense, très en phase avec les valeurs de Néo, de proximité, d'enracinement local. C'est une marque qui est au cœur du quotidien de tous les Français et pas seulement des Français les plus branchés des grandes villes, mais vraiment de tous les Français. C'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est une marque qui est extrêmement utilisée partout en France. Et quand on s'est dit, mais comment on va valoriser ce que fait Le Bon Coin, on a choisi à dessein de ne pas partir sur un angle hyper CSP+, bobo urbain. On a choisi un angle très populaire qui est de dire, en fait, on va faire des portraits de collectionneurs partout en France qui utilisent Le Bon Coin comme un véritable réseau social pour se rencontrer et à qui Le Bon Coin, en fait, a servi presque au-delà de la dimension d'acquisition de l'objet de leur passion, mais d'un Facebook pour rencontrer des gens qui collectionnent le même objet. Ouais, se créer même un réseau. Se créer un réseau, faire 300 km pour la rencontrer la personne qui est pas passionnée du même boulon de douze, etc. Les collectionneurs, c'est souvent des personnalités fortes, atypiques, un peu hors du commun. Et donc, on a trouvé des personnalités incroyables de collectionneurs qu'on est allé voir et qui témoignaient de leur usage et de la manière dont ils utilisaient Le Bon Coin. À la fois, c'était très natif puisque leur manière de parler du Bon Coin était très naturel, hein, c'est l'outil qu'ils utilisent pour collectionner, et en même temps on avait leur personnalité, leur gouaille, leurs histoires aussi, puisque chaque objet a une histoire, et ça c'est un format qui a très bien fonctionné. Dans les choses qui ont bien marché aussi, typiquement il y a des marques qui sont très proches de nous, hein, la Chambre des métiers de l'artisanat avec qui on a beaucoup bossé, c'est des sujets qui sont très proches de Néo. Pour montrer les savoir-faire. Exactement, le comité Colbert sur la valorisation des savoir-faire, hein. Aujourd'hui il y a quand même une crise de la transmission sur des savoir-faire hors du commun. Je pense à des marques de luxe, hein, LVMH, Hermès, on en a parlé, qui aujourd'hui ont du mal à recruter. Je pense à Longchamp aussi, qui ont du mal à recruter les savoir-faire qui sont tellement précieux et qui aujourd'hui sont absolument centraux dans notre économie. Hein. Quand on voit ce que pèse LVMH dans l'économie française, si demain il y a une rupture de transmission et qu'on n'est plus capable de faire des sacs Louis Vuitton parce qu'on n'a plus d'artisanat, on va avoir un vrai problème. Et donc on a participé avec Néo à redorer un peu auprès d'un public jeune ces savoir-faire artisanaux qui sont vraiment extraordinaires. Et là pour le coup, j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point juste poser une caméra et regarder quelqu'un travailler dans ses maisons de haute couture ou sur la maroquinerie, c'est extraordinaire. C'est juste beau à voir, quoi. C'est beau à voir, on apprend énormément de choses et on voit les gens qui font. Exactement. Votre relation avec les marques, elle est plutôt longue. Vous produisez beaucoup de contenu sur une année, par exemple, ou c'est des coûts? Comment ça fonctionne en fait avec vous? Alors c'est très variable. Il y a des marques qu'on va accompagner sur le long terme, qui sont des partenaires durables et sur lesquels on va chaque année re-signer sur la production de contenu. C'est des marques qui ont besoin de faire du top of mind, de travailler leur présence permanente auprès de leurs audiences et de raconter une histoire un peu en fil continu. On a plusieurs marques comme ça qui nous accompagnent sur le long terme. Ça va de marques très grand public, très connues. On a beaucoup travaillé avec la Fondation Massif, par exemple. Aussi des marques un peu plus, moins connues. Je pense à la Centrale Canine, par exemple. Qui est. On a fait beaucoup de contenu avec des séries sur des portraits de maîtres et de chiens. Hein, c'est un truc qui est central dans la vie des Français. Hein. Il y a un Français sur 4 ou un Français sur 3 qui possède un chien, il me semble. Donc voilà.
Et on a aussi beaucoup de one-shot, parce il y a des marques qui ont un enjeu circonscrit dans le temps, lié à un événement, lié à un temps fort de communication. Je prends un exemple. On a accompagné récemment une marque qui s'appelle Joseph Cartron, qui est une très belle marque de liqueur française, et qui était présente un peu partout en France il y a encore quelques temps, qui a été rachetée et qui avait besoin de un lifting, un coup de jeune, notamment sur les réseaux, pour un peu retravailler l'image de la belle endormie. Et donc on a inventé un dispositif. Et là, c'est vraiment toute la créativité du planning strat chez nous, mais aussi de nos journalistes, tout ça conjugué avec la partie conseil des commerciaux dont on parlait, qui a joué. Donc, on a fait venir le chef Etchebest. On a créé au Clos Vougeot, qui est un endroit absolument extraordinaire en France, un concours international de mixologie. On a fait venir des bartenders, des mixologistes des quatre coins du monde, donc des gens qui font des cocktails. Le chef Etchebest faisait un dessert et on devait, avec la liqueur Joseph Cartron, chacun des mixologistes devait composer un cocktail qui s'accorde parfaitement avec le dessert du chef. Donc voilà, c'était le concours international de mixologie qui avait jamais eu lieu, qu'on a inventé sur Néo, qu'on a fait sur Néo. Et ça a très bien marché. Un autre exemple aussi, puisqu'on y est d'OP créatives et qui, à mon sens, sont vraiment très proches de notre ADN. On travaille beaucoup avec Weekendoo. Je sais pas si vous connaissez Weekendoo, c'est une boîte absolument géniale qui vend des expériences pour apprendre à travailler le cuir, à faire, j'en sais rien, de la poterie, de la maroquinerie, bref. Et donc en fait, ils apprennent à des gens qui ont envie de s'essayer sur des métiers manuels. Ils leur proposent une expérience sur une journée, sur un week-end, pour apprendre ces métiers-là. Ça permet deux choses: à des urbains qui ont des métiers où on passe un peu trop de temps sur les écrans, de sortir des écrans, de faire de leurs choses avec leurs mains, mais aussi à des artisans pour qui c'est pas toujours facile. Ça propose une source de revenus complémentaire. Et avec eux, on a organisé un tournoi, les championnats de France de l'artisanat amateur. On prenait des amateurs un peu éclairés pour la taille de pierre, pour de la maroquinerie, qu'on mettait en concurrence, un genre de top chef de l'artisanat. Et en fait, on faisait en sorte que ces gens-là arrivent sous l'œil d'un jury composé de quelqu'un de chez Weekendoo, mais aussi d'un artisan, arriver à nous proposer la plus belle œuvre possible. Ouais, intéressant. Non, je connaissais pas. J'irai voir. Là, je voulais qu'on parle un petit peu de technologie, des nouveaux outils d'IA. Est-ce que c'est des choses que vous intégrez dans vos productions? Est-ce que c'est des choses que vous regardez? Je pense au recyclage de contenu, je pense au sous-titrage. Est-ce que est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors complètement. On est sur une industrie, encore une fois, qui évolue très très vite. Quand on s'est lancé chez Néo, on avait encore une secrétaire de rédaction. Un secrétaire de rédaction, c'est quelqu'un qui check les sous-titres, qui fait de la relecture. Aujourd'hui, tout ça a été largement rendu obsolète par l'IA. Donc aujourd'hui, c'est l'IA qui génère automatiquement les sous-titres et on arrive à avoir une qualité qui se passe presque de relecture, pas encore totalement, mais en tout cas on a vraiment fait des bonds de géant de ce point de vue-là. L'IA, c'est aussi demain la capacité à faire des contenus desk quasiment 100% avec de l'IA, c'est-à-dire on écrit un script et l'IA va aller chercher des images qui illustrent ce script. Donc dans des banques d'images, des images libres de droit ou des images de banques d'images auxquelles on est abonné, on va aller chercher des images pour les illustrer. Donc le contenu desk aujourd'hui, il peut être fait évidemment toujours avec l'intelligence d'un journaliste qui va éditorialiser, qui va donner l'angle, mais du reste, la production, elle peut se faire 100% avec de l'IA. Donc ça, c'est des choses qu'on suit de très près et qu'on a déjà implémentées chez nous. Pareil sur des outils comme Frame qui nous permettent aujourd'hui d'éviter des exports et d'avoir directement le client qui intervient sur le contenu dans Frame pour nous faire ces retours. Tout ça a été très largement streamliné, optimisé, et on arrive aujourd'hui à créer des process beaucoup plus performants et efficaces grâce aux nouvelles technologies qui naissent chaque jour dans le secteur de l'audiovisuel, mais aussi grâce à l'IA. Et parce que tu dis que voilà, il y a toujours besoin du journaliste derrière pour angler les choses, pour suivre les productions, etc. Mais comment toi, c'est quoi ta vision pour l'avenir du journalisme vidéo dans les prochaines années en France et puis même à l'international? Ce qui est sûr, c'est que le modèle d'autrefois où la chaîne de production est extrêmement divisée, pour moi, il est mort.
avec une personne qui écrit le script, une personne qui tourne, une personne qui prend le son, une personne qui monte, etc. Les journalistes aujourd'hui, ils ont besoin d'être ultra polyvalents, et nous on bosse qu'avec des JRI qui à la fois écrivent leurs sujets, vont sur le terrain pour les tourner, les montent, et donc ça c'est une vraie plus-value puisque du coup ils maîtrisent toute la chaîne de production, et ce qui en sort c'est vraiment leur propre œuvre, quoi. Donc c'est aussi satisfaisant pour eux. Je crois qu'à l'avenir, il y aura de toute façon besoin de journalistes, puisque personne mieux qu'un humain encore est capable de définir un angle, d'avoir une subtilité éditoriale aussi dans le choix des sujets, hein, rien que ça, de comprendre aussi ce qu'il y a dans l'audience. Hein. La data, elle nous donne des insights qui sont très importants, qui sont très intéressants, mais qui sont jamais suffisants. Et parfois, il faut faire fi aussi des insights parce que on a une idée de génie, une inspiration que la data nous indique pas, mais on a envie de la tester et puis ça cartonne. Donc, demain, l'avenir des journalistes, c'est polyvalent, capable d'intervenir sur toute la chaîne de production, sur toute la création de valeur, mais concentré sur leur plus-value, c'est-à-dire l'éditorialisation, et ayant délégué toutes les parties peut-être où ils sont moins essentiels. Je pense même au montage, qui demain sera largement accompagné par l'IA, si ce n'est à long terme totalement pris en charge par l'IA. Donc voilà, les journalistes, mais aussi, je pense, dans la société plus globalement, les humains se concentreront sur l'endroit où ils créent de la valeur, et tout le reste sera délégué. Et je pense que c'est, dans notre secteur du moins, pour le meilleur. Et c'est très intéressant ce que tu nous dis. Et pour toi, les grandes tendances du brand content sur les prochaines années, toi qui es patron de médias? Alors, les grandes tendances du brand content, j'en distinguerai plusieurs. D'abord, il va évidemment y avoir, je pense, et ça c'est le cas depuis un petit moment déjà, un système de vases communicants avec des investissements massifs en télé qui vont venir sur le digital. Et les écritures digitales nécessitent une autre manière de raconter des histoires, beaucoup plus native. Aujourd'hui, il y a un contrat entre les audiences, un contrat tacite entre les audiences et les médias, qui consiste à dire, plutôt que de m'envoyer 8 secondes, 1 minute peu importe, de pub au début d'une vidéo dont je n'ai que faire, je préfère regarder un contenu en entier qui m'apporte de la valeur ajoutée, qui est intéressant, qui dit quelque chose de la marque. Certes, il est sponsorisé par une marque, il peut même y avoir le logo de la marque. Tant que c'est intéressant, je suis prêt à regarder. Juste ne m'imposez pas un truc que j'ai pas voulu regarder et qui ne m'intéresse pas. Voilà. Ça, c'est, à mon sens, le shift qui nous fait sortir de la publicité traditionnelle. On a atteint des taux d'exaspération en publicité qui sont assez importants. On sait que la perméabilité de l'audience vis-à-vis de la publicité est de plus en plus faible. Alors, les gens sont imperméables, ils regardent plus, le regard se pose de moins en moins puisqu'on est tellement saturé d'informations que le cerveau dit stop. Et donc, plutôt que de bourriner pour rentrer par la force dans le cerveau des gens, peut-être qu'il vaut mieux utiliser simplement la voie de la raison, qui est de dire on va raconter un truc intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Le brand content a de beaux jours devant lui parce que il y a encore plein d'histoires à les raconter, et les marques sont en recherche de ces nouvelles écritures en disant on va plus faire de la réclame à l'ancienne avec du Ajax, la lessive qui lave plus blanc que blanc, mais on va les raconter nos produits, d'où ils viennent, comment on les traite, comment on les fabrique, etc. Qui y a derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième grande tendance que je vois pour le brand content, c'est une tendance plus héroïste. Certains s'en plaignent. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça nous challenge, nous, les créateurs de contenu. La période où on pouvait dire, on fait du contenu, on le diffuse, et puis ça retombe en particules fines sur toute la population. T'inquiète, pas de problème. Tout le monde va se rappeler de ta marque, et puis ça finira par se convertir sur ton site ou en rayon. Les gens achèteront. Enfin, tout ça se mesure pas, mais t'inquiète pas, il y a un impact, je te promets, parce qu'on a touché tant de millions de personnes. Juste sur la notoriété, principalement. Ça, il y a certaines grosses marques pour continuer à se le permettre, mais je vois même des marques qui ont des budgets publicitaires importants. Elles ont aujourd'hui une logique de ROI, et je le comprends, et c'est normal. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, le brand content, on ne pense pas seulement comme une manière de faire de la notoriété. Plus globalement, pour moi, le brand content, c'est une manière de dire la publicité, elle est trop violente, je le disais tout à l'heure, la marche est trop haute. Arriver avec un produit, mettre une pub avec un visuel avec le produit et penser que les gens vont cliquer dessus, ça me paraît compliqué. Le brand content, il peut servir si tu me passes la métaphore de lubrifiant, il peut servir de marche intermédiaire pour raconter une histoire aux gens, pour faire de la pédagogie sur un service, sur un produit. Aujourd'hui, en plus, on a des services qui sont de plus en plus complexes, parfois à comprendre, hein, je pense à des
des apps, des logiciels ou même des produits assez complexes. Raconter l'histoire permet d'ambiancer l'audience, de la préchauffer et après de la rabattre vers la marque pour qu'elle la convertisse. Concrètement, comment ça se passe? Nous, quand on travaille avec une marque, on va cibler les personas marketing type de la marque en racontant une histoire. Ces personas marketing types, normalement, ils vont bien réagir. Ceux qui réagissent le mieux, qui sont engagés par la vidéo, qui la regardent jusqu'au bout, qui la commandent, qui la like, qui la partagent, on va constituer un cluster. Et ce cluster d'audience, on va le recibler derrière avec de la publicité. Et là, effectivement, les gens qui auront du coup compris ce que fait la marque, apprécié ses engagements, compris quelle était sa démarche, ils seront beaucoup plus à même de cliquer, de convertir, d'acheter, qu'une audience à qui on n'a rien raconté et qui se voit juste imposer un visuel ou une pub sans comprendre d'où ça vient, ce que c'est, etc. Cette logique de partage de cluster d'audience, elle est centrale parce qu'aujourd'hui, nous, on fait plus seulement de la notoriété, on rabat vers la marque une audience qualifiée et affinitaire. Et là, on a une création de valeur qui est tangible, concrète et centrale. Ou bien la marque effectue le retargeting derrière, ou bien nous, effectuons le retargeting. Et ça, on va les retoucher. On les retouche avec de la publicité, avec du call to action, ou bien avec une autre vidéo plus explicite, qui est cliquable et qui renvoie vers une landing page, vers un produit, vers un formulaire d'inscription, etc. Écoute, très clair. On arrive à la fin là de notre interview. Tu disais que tu as toujours voulu avoir un média, créer un média. C'est quoi ta plus grande fierté avec Néo et Lou? Alors, la plus grande fierté, c'est quand on touche des millions de personnes sur certains contenus, on change des vies. Et ça, on l'a vu très concrètement, dès le départ. On s'y attendait pas. En fait, je l'avais peut-être pas réalisé. C'est-à-dire que c'est un peu virtuel, toutes ces vues qui s'accumulent. Quand on dit on touche 35 millions de Français par mois, personne ne sait ce que ça veut dire 35 millions de Français. Mais en revanche, quand on fait une vidéo sur une femme SDF pour essayer de raconter quel est le quotidien d'une femme qui vit seule à Paris dans la rue, et que derrière, on a des centaines, des milliers de messages de gens qui veulent aider, de gens qui proposent des solutions, de gens qui donnent de l'argent, et que concrètement, cette femme, on va réussir à lui trouver un emploi, à la sortir de la rue, là, on se dit qu'effectivement, on a un impact et qu'on change des vies. Quand on a un petit libraire dans le 14e qui est menacé de clôture, qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, et que, à travers une vidéo qu'on fait, on va relancer son activité. Quand on a une usine made in France qui perpétue un savoir-faire ancestral, une petite entreprise familiale qui menace de fermer, qu'on fait une vidéo dessus et qu'on remplit son carnet de commandes, là, on se dit qu'on change concrètement des vies. Et ça, je pense que c'est la plus grande fierté qui est la nôtre. Et je voudrais du coup en profiter pour parler tu parlais de diversification, c'est un point qui est absolument central pour nous. Aujourd'hui, je pense que la crise, la défiance, la crise de confiance qu'il y a dans les médias, elle est liée au fait que les médias ne peuvent plus seulement commenter ou montrer la réalité. La réalité est devenue trop dure à plein d'égards. Ce qu'on vit, c'est quand même difficile. Là, en 3 ans, en 4 ans, le monde dans lequel on vit s'est bouleversé avec des choses qui sont parfois dures à vivre. Notre écosystème a changé. Exactement. Et donc, simplement commenter, montrer, poser une caméra, dire voilà ce qui se passe sans rien faire derrière, les gens ne nous le pardonnent pas. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, parler d'engagement, quand on fait du like, du commentaire et du partage, ça ne suffit pas. Parce que c'est pas de l'engagement. Moi, quand je dis que je m'engage pour une cause, ça veut pas dire que je suis dans mon fauteuil et que j'ai lâché un like, un commentaire, ou que j'ai partagé les vidéos. Quand je m'engage, c'est que je sors de chez moi, que je vais donner de l'argent, que je vais aider, que je vais donner du temps. Et je pense que c'est à nous, médias, d'effectuer ce dernier kilomètre pour convertir ces millions de vues qu'on fait, pour convertir cet engagement en engagement réel dans la vraie vie. Comment ça se passe? Au début de Néo, dès qu'on avait des réactions, je te parlais de cet SDF, c'était le journaliste qui avait fait le contenu, qui allait lire les MP des gens qui proposaient des jobs, de l'argent, etc., et qui faisait la mise en relation à la mano. Nous, on s'est dit, ça ne peut pas suffire, et donc on est en train de développer une solution d'engagement réel sur Néo, et demain qui sera aussi applicable sur Lou, où en fait, on peut automatiser la collecte de dons. On a fait un proof of concept, un POC avec Litchi. Donc on a monté une cagnotte, un des derniers cireurs de chaussures de Paris, qui faisait 3 heures de trajet le matin, vivant en lointaine banlieue, 3 heures le soir pour venir cirer des chaussures à Paris. Personnalité incroyable, type extraordinaire, vraiment une belle rencontre. Et lui, en fait, sa maison en lointaine banlieue menacée de s'effondrer. Et donc on a lancé une cagnotte Litchi cliquable directement pour pouvoir collecter des fonds pour lui, et on a largement dépassé nos espérances puisqu'on a collecté plus de 60 000 euros. Voilà, donc ça lui a permis de
de retrouver un logement et de réparer sa maison. Et ça, on l'a fait sur d'autres sujets aussi, ça marche très bien. Et donc voilà, maintenant on s'est rapproché de Litchi et on développe avec eux une solution qui va être plus pérenne, où à la fois on rend visible, on donne de la visibilité à des causes que Litchi défend, et en même temps on peut arriver à générer de la collecte de dons. Demain, pourquoi pas un chatbot où les gens proposent de s'engager, de donner du temps, etc. Proposent des solutions. Enfin voilà, il va falloir qu'on s'organise pour arriver à être une plateforme d'engagement citoyen et pas seulement être un média qui regarde et qui commente. C'est très intéressant ce partenariat positif. On va regarder tout ça. J'ai les dernières questions que je pose à chacun de mes invités sur est-ce que tu as un livre, une personnalité ou un projet qui t'a inspiré dans ta carrière, ou même un contenu, ça peut être une série, un film. Ouais, il y a pas mal de références qui nous ont inspirés pour Néo et Lou. Moi, j'aime beaucoup. Ça a été aussi un peu fondateur dans ce qu'on a fait. J'aime beaucoup le regard que porte Sylvain Tesson sur la France, et cette redécouverte à travers les chemins noirs notamment des territoires, de la richesse de notre pays, et de dire en fait on est en permanence fasciné par les images qui nous viennent du monde, mais on a du mal à regarder ce qu'il y a à côté de nous. À deux pas de chez nous. Exactement. Ça a été un enseignement qui a été assez central. Dans le contenu, j'aime beaucoup ce que fait Emmanuelle Jarry, qui en fait s'est lancée toute seule avec son mari de manière ultra authentique. Lui sortait la caméra, il l'a filmé au resto, puis très vite c'est devenu une page Facebook avec plusieurs millions d'abonnés qui cartonne, avec ce truc de dire une expérience simple à table, une bouffe dans un bistrot, et on se raconte, on échange, on monte les interactions avec le patron. Et en fait, on a compris à ce moment-là que les gens ils voulaient voir de l'authentique, qu'ils voulaient voir des histoires enracinées et des choses qui les touchent et qui les rejoignent dans leur quotidien. Donc Emmanuelle est maintenant devenue une amie, et je la salue d'ailleurs. Elle fait un travail d'une grande qualité, et donc ça fait partie des gens aussi qui nous ont un peu inspirés au lancement de Néo, parce que ils étaient le signe quelque part qu'il se passait quelque chose sur ce territoire, de l'authenticité, du local et de la valorisation de tous les atouts qu'on a en France et qui sont extraordinaires. Et est-ce que tu as une citation qui te guide au quotidien? Je reprendrai la citation de Tesson que j'évoquais tout à l'heure. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Moi j'ai aussi une tendance très française à ronchonner, à pas être content, etc. Je pense qu'il y a un vrai devoir de s'émerveiller, même dans les temps pas faciles qu'on traverse. On est loin d'être les plus mal lotis, et je crois que la situation internationale nous le prouve chaque jour. Et donc il faut qu'on soit capable d'identifier les forces qu'on a, de voir la chance qu'on a d'avoir encore un pays qui est plein de ressources. On l'a montré encore à l'occasion des JO, on le montre, on est capable de montrer au monde le meilleur de nous-mêmes, et je pense qu'il faut collectivement qu'on se fasse le devoir de regarder nos atouts et de montrer au monde ces atouts pour continuer de créer, de développer, d'imaginer, d'inventer, ce que la France a toujours fait d'ailleurs. Et pour finir sur une note un petit peu plus légère, est-ce que tu as une musique qui te correspond à ton état d'esprit d'aujourd'hui? J'aurais envie de dire Don't Look Back in Anger de Oasis. Oasis, qui est un groupe mythique mais d'actualité, puisqu'ils viennent d'annoncer leur reformation. Avec une tournée. C'est une très belle histoire, c'est un storytelling incroyable de gens qui, venant d'un milieu ultra ouvrier, sont arrivés au sommet du monde, et qui, après moult péripéties dont on a dit que c'était fini, condamné, etc., arrivent à se retrouver, et c'est les frères ennemis qui se rassemblent. Et à relancer leur communauté. Exactement, c'est un truc qui me parle, ils relancent leur communauté, et Don't Look Back in Anger, le message est beau, puisqu'à un moment donné, il dit So I start a revolution from my bed. Et je pense que aujourd'hui, on peut, grâce au réseau, commencer des révolutions depuis notre lit. Et c'est peut-être la plus grande force de notre génération. Écoute, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Louis, d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir raconté un peu ton parcours et d'avoir parlé de ces deux super médias. Et on va continuer à te suivre et à suivre Lou et Néo. Merci à toi. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a vraiment plu. Merci de le partager autour de vous et de nous laisser une note de 5 étoiles avec un commentaire très sympa. Cela nous aide énormément à faire connaître le podcast. Si vous avez des projets en stratégie éditoriale ou en production de contenu vidéo ou même audio, n'hésitez pas à contacter mon agence Story for Brands. Nous aurons plein d'idées pour vous.
Au nom de toute l'équipe, on vous remercie encore pour le soutien et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.